Je m'appelle Consuelo Vasquez, je suis chilienne. Je suis professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM et je suis chercheure en fait du projet L'entraide dans les marges. Donc, mon parcours est un parcours que je définis souvent comme étant un parcours hybride où je me situe dans un entre-deux entre le nord et le sud. Fait, par exemple, toute ma scolarité en Amérique du Sud, notamment au Chili. Puis après, ayant migré au Canada pour faire mes études de deuxième et troisième cycle, et où je fais ma carrière en tant que professeur, je me trouve un peu à être justement dans cet entre-deux ou dans cet espace liminal qui m'interroge beaucoup sur les rapports entre le Nord et le Sud et notamment, ça fait déjà quelques années que je développe une recherche qui s'inscrit dans des approches décoloniales en m'inspirant particulièrement des travaux qui viennent de l'Amérique latine. Par ailleurs, disons, le champ d'expertise, qui est aussi le champ disons, qui réunit les co-chercheurs et moi-même dans ce projet d'entraîne dans les marges, c'est la communication organisationnelle, qu'on interroge aussi d'une manière qui est un peu différente à la manière traditionnelle qu'on a de comprendre la communication organisationnelle comme une communication qui se fait dans une organisation, qui concerne la transmission de messages ou d'informations, qui permet la coordination des différentes équipes ou divisions d'une organisation, ou des fois aussi on parle d'une communication avec des parties prenantes, donc qu'elles soient internes ou externes. Donc, cette vision qui est traditionnelle, dans notre cas, nous, on la problématise en fait, puis on dit au contraire que la communication, elle est constitutive des organisations. Ça, c'est une approche qui s'est développée très fortement à Montréal. D'ailleurs, nous faisons tous les trois, en fait, une grande partie de l'équipe de recherche, pas juste les trois chercheurs, nous faisons partie de l'École de Montréal de la communication organisationnelle. Et donc, dans cette approche, on met au cœur des processus organisants et de la manière de s'organiser la communication. Donc, à partir de cette approche, lorsqu'on interroge des phénomènes collectifs, on est moins en train de penser qu'il y a une organisation, puis à l'intérieur, des messages qui circulent. On est plutôt en train de réfléchir à comment, à travers la communication, ces collectifs se constituent, comment les gens s'organisent à travers la communication. Donc, c'est vraiment une approche qui est plutôt processuelle, centrée sur des pratiques, sur ce qu'on fait en communiquant et en prenant la communication comme étant performative, c'est-à-dire comme une action. Et c'est vraiment ce cadre-là, je dirais, c'est un peu à la croisée, donc d'une approche qui se veut décoloniale et qui veut interroger des phénomènes à partir de ces espaces dans les marges ou dans les frontières. Regarder en fait comment s'organise, dans ce cas-ci, l'entraide. Donc, c'est un peu ça, le croisement des approches qu'on retrouve dans le projet de recherche. Mhm. À ce que j'ai compris, le projet a commencé un peu lors de la pandémie. Au moins, l'idée est venue durant la pandémie. Oui, en fait, tu as raison. Je dirais, il y a deux peut-être motivateurs ou déclencheurs des réflexions de ce projet de recherche. D'une part, effectivement, on s'est rendu compte que pendant la pandémie, il y a eu des efforts, puis en fait, des initiatives spontanées d'entraide et de tissage de relations. On s'est rendu compte d'ailleurs une période où on a été un peu forcé à l'isolement, que le tissu social était... On s'est rappelé en fait que le tissu social était central et crucial en fait pour les collectivités, mais aussi pour la santé et le bien-être des individus. Et donc, d'une part, effectivement, le fait d'observer ces initiatives spontanées de voisins, par exemple, qui s'organisaient pour aider ceux qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, les personnes âgées ou les personnes qui avaient des problèmes de mobilité, pour, par exemple, faire les courses pour son voisin, promener le chien. Donc, il y a eu ces initiatives et c'est quelque chose qu'on voit souvent dans des contextes de crise. Donc, oui, la pandémie a comme rappelé cette essence qui est peut-être, qui fait partie de l'humanité, ce besoin de relationnalité et la centralité des relations pour la collectivité. La pandémie nous l'a rappelé. La deuxième source de réflexion ou en fait de motivation pour ce projet, c'est un projet précédent sur lequel nous avons travaillé pendant 5 ans, presque 6 ans, qui portait sur le bénévolat
Et donc, en faisant cette recherche, on s'est interrogé justement à comment le bénévolat s'organisait, notamment dans des espaces liés à des organisations à but non lucratif ou des organisations bénévoles. Donc là, on était vraiment dans une réflexion avec des OBNL, avec le secteur à but non lucratif en particulier, mais aussi des associations de promotion du bénévolat, des fédérations de bénévolat au Québec. Et ce projet-là, en réalisant les études de cas dans le cadre de ce projet, on s'est rendu compte que le contexte du bénévolat et la manière de... Là, c'était moins l'entraide qu'on interrogeait, mais c'était cette idée des relations qui se tissent dans le contexte de bénévolat et notamment de don contre don. C'était un peu ça qu'on essayait d'interroger. On s'est rendu compte que c'était assez formalisé, notamment dans des contextes organisationnels, et donc on échappait à d'autres formes euh, de don contre don, d'autres formes de tisser des relations qui sont dans ces logiques autres ou différentes, ou peut-être alternatives à une logique de transaction commerciale ou une logique marchande. Donc, on s'est dit, mais comment ça serait dans ces autres espaces et comment on le nommerait? Parce un des constats et un des résultats de notre recherche, ça a été de se rendre compte que le terme bénévolat est très chargé et que ce terme est un terme qui a une connotation en fait très spécifique au Québec et qui est en lien avec justement un espace formalisé, un bénévolat fait auprès d'organisations, un bénévolat qui souvent n'a pas nécessairement un engagement politique associé. Donc, plusieurs des personnes qu'on interviewait nous disaient, mais non, moi, je n'utilise pas ce terme bénévole. Et ça nous a interpellés. On s'est dit, mais si c'est pas bénévole, ça serait quoi? Comment tu parlerais de ce que tu fais? Et le mot entraide est revenu à plusieurs reprises. Pas uniquement, des fois c'était solidarité, mais il y avait comme une espèce de lexique connexe à celui de bénévolat que les personnes participantes à notre recherche et dans les observations qu'on a fait, on voyait que ce lexique-là était, et donc, était faisait sens pour les personnes en question. Donc, ça a été un peu je dirais, cette surprise, cette révélation, ce résultat où on s'est dit, bon, mais si on veut continuer un peu dans cette recherche en lien avec des formes alternatives de relations, pourquoi ne pas sortir des espaces formels, des espaces institutionnalisés et aller dans des espaces marginaux et voir en fait euh, comment ça se passe dans ces espaces-là. Et donc, c'est plutôt le terme d'entraide qu'on a voulu mettre de l'avant dans ce projet-là. Je me demandais comment vous avez choisi les trois volets de crise de logement, sécurité alimentaire, migration. Le choix des thématiques est venu de façon très émergente et je dirais à la croisée de nos intérêts, nos propres intérêts, mais aussi des opportunités qu'on avait de collaboration. Donc, par exemple, pour le cas de l'entraide en contexte migratoire, c'est sûr que moi, j'avais un intérêt pour cette thématique-là en travaillant de façon très proche avec Gabriela. Elle aussi, en fait, c'est des thématiques qu'elle travaille dans sa thèse. Donc, c'était déjà un peu dans nos intérêts de recherche de continuer peut-être à explorer dans ce contexte-là. Et c'est d'ailleurs par Gabriela que j'ai connu Cam. Cam, on avait déjà rencontré dans des activités qu'on avait faites par rapport au projet sur le bénévolat. Donc, on avait déjà eu l'occasion de discuter et on s'était rendu compte qu'on portait aussi des inquiétudes qui étaient similaires. Et donc, ça s'est vraiment comme développé dans les conversations que nous avons eues les trois pour amener cette idée d'entraide dans les marges, dans ce contexte en particulier, parce que Cam a vraiment, dans ce cas-ci, été pour moi une source d'inspiration. C'est par sa pratique d'entraide qu'il met en place avec des personnes qu'il côtoie, notamment dans des cours de français, dans des centres communautaires, mais aussi ailleurs. Donc, lui, il va de façon spontanée
donner de l'information à quelqu'un, aider l'autre à peut-être dans son processus migratoire, et ainsi de suite. Il y a comme un réseau qui se met en place à partir de son initiative, qui est une initiative personnelle, qui n'est pas associée à un organisme. Donc, sa pratique et les conversations qu'on a eues sur comment il fait, pourquoi il fait, ont été une source d'inspiration pour ce volet-là. Mais ça me mène bien à ma prochaine question. Je me demandais comment ça a été le processus pour pouvoir avoir accès à ces communautés, à ces sources, pouvoir s'intégrer. Surtout, des fois, il y a des sujets sensibles et les gens sont très privés. Ici, je vais vraiment te répondre à partir de mon expérience parce que je ne voudrais pas parler au nom de Nicolas et de Frédéric. Dans mon cas, je pense que ce qui a été central dans je dirais dans la préparation pour pouvoir être en mesure de créer un climat de confiance et créer une relation qui soit respectueuse avec les personnes participantes, ce qui a vraiment été pour moi très important, ça a été les conversations préalables qu'on a eues, Cam, Gabriel et moi. Quand on a commencé donc à se réunir, au début, on était vraiment en train de réfléchir tous les trois. C'est quoi la méthode? Comment on pense la méthode? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et donc, on a eu plusieurs séances entre nous. D'ailleurs, qu'on enregistre à chaque fois parce qu'on pense qu'il y a aussi quelque chose de très riche dans les réflexions qu'on amène. Déjà, comme je t'expliquais un petit peu plus tôt, nos rencontres sont des rencontres qui prennent quand même du temps. Donc, on prend souvent une heure et demie, des fois 2 heures, et qui commence toujours par un comment ça va. Un comment ça va qui n'est pas juste un tour de table de qu'est-ce que j'ai fait la fin de semaine, mais qui s'inscrit aussi dans une démarche d'animation féministe dans laquelle ce qu'on veut, c'est mettre en relation les affects et la rationalité ensemble et aussi partir de nos ressentis et de nos réflexions, de nos craintes, de nos peurs, comme un espace de réflexion et comme un espace de production de savoir. Donc, c'est pas juste, bon, je me sens comme ça, je suis un peu fatiguée. Puis bon, après, on va passer à parler de recherche. C'est qu'en fait, cette première prise de parole est aussi en fait, produit aussi un savoir qui enrichit finalement la manière dont on va réfléchir à la méthode, on va penser qu'est-ce qu'on va faire avec le guide, etc., etc. Donc, ces rencontres-là, personnellement, moi, m'ont préparé pour ensuite, quand on a été dans les ateliers, me sentir en fait plus à l'aise dans la relation avec les personnes participantes. Et je parle de moi, encore une fois, parce que je peux parler pour Gabi et pour Cam, mais je parle de moi parce qu'en fait, je suis la représentante de l'institution universitaire, je suis la chercheuse universitaire et donc je suis la personne aussi qui a certains privilèges ou peut-être plus de privilèges que les autres. Donc pour moi, il y avait toujours cette question de comment je fais. Je ne peux pas m'effacer. Je sais que je représente une autorité et pourtant, je veux que ces personnes qui vont participer se sentent aussi empouvoirées que moi et avec autant, même plus de légitimité pour parler, pour partager, pour qu'on co-construise du savoir ensemble. Donc ça a été pour moi un travail, en fait, que je continue à faire. Mais pour te donner un exemple, au tout début, quand on parlait de la métaux, on avait pensé faire du shadowing. Donc là, en conversation avec Cam, je lui disais, bon, mais Cam, est-ce que tu penses que c'est faisable que quand tu rencontres, par exemple, ces personnes dans un café pour les aider à peut-être réfléchir à leur stratégie pour faire une demande de résidence permanente ou pour changer d'un statut d'étudiant à un statut de permanent ou pour peut-être, s'ils sont des personnes réfugiées, voir c'est quoi les ressources qui sont offertes pour ces personnes-là. Comment tu vois le fait que moi, je sois assise à table dans le café avec vous en train d'écouter ce qui se passe? Je savais déjà sa réponse, mais clairement, il m'a dit, mais ça marche pas parce qu'en fait, moi, j'ai besoin d'avoir un espace où cette personne se sent sécure. Et donc, c'est clair que le shadowing ne sera pas, c'est trop invasif, ça ne marchera pas, ça va mettre cette personne dans une situation pas uniquement inconfortable, mais une situation de précarité et de crainte. Donc, on a tout de suite mis de côté cette approche et cette technique de collecte de données que j'utilise, que j'ai utilisée, que j'utilise beaucoup dans d'autres contextes, mais qui ici était complètement inapproprié pour les raisons que je t'évoque. Un autre exemple, la signature du formulaire de consentement. Mhm. Quelque chose en fait qu'on nous demande quand on fait de la recherche avec des personnes, c'est que cette personne consente et donc qu'elle soit libre, qu'elle se sente libre et qu'elle soit informée
de sa participation dans une recherche. On a réfléchi longuement au fait de signer ce consentement, qui est un formulaire, qui a un certain genre, un certain gabarit, qui vient avec un certain langage. Souvent, bon, il est en français ou en anglais. Bon, nous, on pouvait le traduire dans les langues des personnes qui participent à notre recherche, mais ça reste un document qui est formel, qui vient avec le logo de l'université et que la personne doit signer. Donc là, en conversation avec Cam encore, il nous disait, ces personnes-là ont peur de signer des Mhm. documents parce qu'ils sentent ou elles sentent que ça peut peut mettre en danger, par exemple, leur demande de résidence ou leur statut, surtout quand ils sont dans des situations très vulnérables et de précarité. Donc, quand on a fait notre demande de certificat éthique, on a justifié, on a argumenté pourquoi, pour les personnes participantes, on allait, oui, imprimer le document, on allait prendre une demi-heure, 45 minutes pour expliquer. Donc, les personnes allaient être informées dans leur langue maternelle, si possible, si on était capable nous-mêmes de parler cette langue-là, mais qu'il n'y aurait pas de signature. Donc, ça serait un consentement oral. Là, je te donne des petits détails de comment on ajuste une méthodologie dans des choses qui peuvent paraître très banales, mais pour arriver à prendre cette décision-là, il y a eu toute une réflexion sur justement c'est quoi notre rapport avec cette personne, les rapports institutionnels aussi, le contexte sociopolitique. Donc là, les ateliers, nous les avons tenus avant Trump et la prochaine série d'ateliers, on va les tenir pendant l'administration Trump. Donc, c'est sûr que là, on va se reposer des questions parce que ces personnes migrantes, même si elles sont au Canada, elles sont en train de vivre des craintes qui peut-être étaient moins présentes ou se manifestaient différemment avant l'arrivée de l'administration Trump aux États-Unis. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je dirais que pour résumer, ce sont vraiment ces conversations qu'on a régulièrement, donc Cam, Gabi et moi, sur comment on mène la recherche et cette réflexivité qui est au centre de la méthodologie qu'on met en place, qui, moi, me permettent d'être constamment en train de me poser des questions sur mon rôle, mes privilèges, sur le rapport que je veux entretenir avec ces personnes. Et donc, jusqu'à date, je crois en fait, on a fait les choses dans le meilleur de notre possible. Par rapport à la participation qu'on a eue dans les ateliers, nous avons été en mesure de créer un espace, un safe space, donc un espace sécuritaire où les personnes se sont confiées, où elles ont pris la parole. Puis là encore, même les ateliers, on a pris des décisions. Par exemple, un autre exemple qui pour moi a été je pense, très riche, c'est qu'on s'est dit, nous sommes les trois dans cette équipe des migrants, des migrantes, et donc nous allons participer de ces ateliers comme des personnes migrantes aussi. Donc, on avait nos participants, participantes et nous-mêmes. Et donc, le premier atelier était un atelier de présentation dans lequel chacune présentait sa trajectoire migratoire. Et on avait demandé à tout le monde d'apporter deux photos, donc une photo de leur pays natal et une photo de ici au Canada. Et donc, chaque personne montrait la photo, expliquait pourquoi il et elle avaient apporté cette photo, et après, on les plaçait sur un mur, avec une petite corde à linge pour une deuxième partie de l'atelier qu'on a fait par la suite. Et donc, Cam, Gabriel et moi, nous avons aussi apporté des photos. Nous avons aussi parlé de notre trajectoire migratoire et nous avons posé les photos avec les autres sur cette murale qu'on a construite pendant les trois ateliers. Donc là encore, on est dans une forme justement de réflexion sur le rôle qu'on veut jouer et de se présenter comme étant des personnes qui ont vécu, c'est sûr qu'on n'a pas vécu les mêmes trajectoires, mais quand même, on a vécu une trajectoire migratoire. Et donc, il y a un lien ou quelques liens qui peuvent se tisser. Donc ça a vraiment été, je pense, encore une fois, pour revenir au fait que je suis la professeure universitaire, moi, j'étais pas là en train d'observer puis d'écouter ce que les gens disaient, oui aussi, mais je participais avec eux et elles de cette conversation-là. Donc ça a vraiment été, je pense, crucial dans la manière dont on a créé ce climat de confiance, mais aussi de sécurité pour que les personnes puissent partager des expériences qui sont difficiles, qui sont sensibles, parce que ça vient les toucher directement dans ce qu'ils vivent et ce qu'elles vivent aujourd'hui. Ça, je pense que ça a été un bon coup d'avoir pensé à cette manière de nous intégrer aussi dans cet atelier, mais tout en leur laissant la parole en premier. Donc, c'était jamais nous qui parlions en premier, c'était vraiment eux et elles, puis après, on s'intégrait à la conversation. C'est super intéressant, mais c'est égalitaire, je trouve. Il y a une belle ouverture, ça crée un bel esprit de collaboration. Super intéressant. Tout à fait.
Dans l'équipe, nous parlons plusieurs langues, donc collectivement, donc l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, le vietnamien. Et Cam aussi peut comprendre, par exemple, le mandarin, donc d'autres langues asiatiques. Ce qui fait en sorte que on a été en mesure aussi, pas uniquement pour le formulaire de consentement, mais aussi pendant les échanges, de proposer aux personnes de parler dans leur langue maternelle, pour la plupart. Et ça aussi, je pense que ça a créé, parce que surtout quand on est migrant, migrante, parler dans sa langue maternelle, en fait, on s'exprime de manière plus riche et profonde dans sa langue maternelle que dans la langue qu'on a appris et apprise. Et en fait, c'est pas nécessairement un moment gratifiant, mais c'est la sensation que j'ai eue à la fin de cet atelier. Ça a vraiment été d'être privilégiée de pouvoir entendre les partages de ces personnes parce qu'il y a eu vraiment une sensibilité puis une confiance énorme de partager des événements de leur vie qui avaient été très douloureux, mais aussi des événements qui avaient été très heureux. Et pourquoi gratifiant? Parce que moi, je prends jamais pour acquis que quand une personne participe à une recherche, elle va s'ouvrir en fait de façon aussi généreuse. Souvent, ça arrive. Les personnes veulent aider, veulent participer, mais, euh, mais moi, je prends ça jamais pour acquis et encore moins lorsque je sais que ce sont des souvenirs ou des moments de la vie qui peuvent être difficiles, qu'on veut pas nécessairement, qu'on ne partage pas en fait, Mhm. même avec des personnes plus proches parce que ça nous met dans une position de vulnérabilité. Donc, j'ai trouvé ça vraiment gratifiant justement d'être réceptrice de cette générosité de personnes qui voulaient partager ces moments-là et qui les partageaient aussi avec une réflexion extrêmement poussée et riche sur qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, pour elles, et qu'est-ce que ça voulait dire aussi, et l'impact que ça a eu dans la manière dont ils ont poursuivi leur vie au Canada, leur trajectoire, leur travail, peu importe le contexte en question. Donc, ça, c'est ça. Je suis sortie de cet atelier-là, même si c'était à 9 heures le soir, parce qu'on on les fait en fin de journée, complètement énergisée et vraiment très, très, très heureuse d'avoir pu écouter ces partages-là.